live tweet. Alors ça veut dire qu'ils discutent en direct sur les réseaux sociaux. On écoute une demi-seconde. Que j'ai ces derniers jours ainsi consolidé les choses et puis parlé aussi à plusieurs reprises. Il répond en fait tout simplement aux internautes, Gauthier Lebret, qui peuvent lui poser des questions. Alors je vous ai demandé de prendre vos téléphones et de lui envoyer des questions. Alors vous avez évidemment posé une question sur la fermeture de C8. Il ne va pas vous répondre. Il parle de l'Ukraine. Pour savoir ce qu'il en pense. Alors moi j'ai été bon élève Laurence, j'ai posé une question sur l'Ukraine. Et alors, il vous a pas répondu. Alors je lui ai demandé si Emmanuel Macron, le président de la République, était favorable à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. On verra s'il y répond. D'accord, ok. On sait que c'est une option qui est écartée d'ores et déjà. Ça serait la ligne rouge absolue. Pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Vous savez, il est capable de tout. Il y a l'OTAN et là, il y a la procédure accélérée, nous avait-on dit, pour l'Union européenne. Absolument. Pour l'Union européenne. Et oui, et là, c'est nos agriculteurs qui vont adorer. Catherine Ney, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence que nous vivons en direct, un président sur les réseaux sociaux qui répond aux questions des internautes? C'est-à-dire que quand c'est même, moderne ou pas? Aujourd'hui, les renversements d'alliances, ce qui se produit autour de la guerre en Ukraine, la façon dont Zelensky est menacé directement par Trump, par le fait aussi que... Enfin bref, toutes les questions qu'on se pose et que vont faire les Européens, enfin c'est un sujet très costaud. Alors il a réuni du monde. Alors moi je trouve à Paris, je trouve que il est le seul, en tous les cas, dirigeant européen qui essaie de faire se rencontrer des gens qui d'ailleurs ne sont d'accord sur rien, ils n'en savent rien, mais enfin il y a quand même un geste qui fait que voilà, qui donne l'illusion que l'Europe existe. Après il reçoit tous les représentants des partis, mais moi je me fous complètement de savoir ce que pense Mme Tondelier sur le sujet, vous voyez. Nous aussi. Parce que je n'ai aucune question sur le sujet, et que sur un sujet aussi grave, là pour le coup, il est toujours président. Il est en charge de la présidence de la République et de la politique étrangère, qui viennent pas à 20h, pas parler 3 heures, mais une demi-heure pour dire comment il voit les choses. Et là, moi, c'est une communication présidentielle. Tandis que là, sur TikTok, où ce sont des enfants, des adolescents qui jouent à des jeux débiles, pas que. Évidemment, je suis pas sur TikTok. Je vous ferai un compte si vous voulez, Catherine. Bon, d'accord. Non, mais voilà. En partie quand même. Je trouve que c'est une communication. Il n'est pas une bonne communication. Nicolas Bavrez, par rapport à la fonction présidentielle? Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est quand même dans un moment qui est vraiment... C'est un moment historique. Hein. C'est vraiment une dimension de course à la guerre qui fait quand même vraiment penser aux années 30. On a à la fois l'Ukraine qui est dans une position de bascule qui est en train d'être abandonnée. On a les États-Unis qui ont... On savait que l'équipe Trump allait beaucoup secouer les choses. On n'avait pas imaginé que, premièrement, il y aurait non seulement un abandon de l'Ukraine, mais la reprise de tout le narratif russe. Et donc, ce qui est fait sur la condamnation de Zelensky, l'acceptation du fait que les Russes gardent tout ce qu'ils ont déjà conquis, qu'il n'y aura aucune garantie de sécurité. Donc, en réalité, que c'est que le début de ce qui suivra dès que Poutine aura reconstitué son potentiel militaire. C'est vrai que et surtout le fait que finalement, les États-Unis aujourd'hui ont pour partenaire la Chine de Xi, 10% de droits de douane quand les Canadiens ont 25%, bon, c'est plutôt raisonnable. La Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, et quand leurs vrais adversaires, c'est nous. Et donc, face à ce renversement, c'est vrai que les Européens sont dans une situation d'extrême vulnérabilité, et aujourd'hui, le président de la République, il devrait beaucoup plus s'occuper, non seulement d'essayer mais il fait les choses en dépit du bon sens. Par exemple, sur la défense européenne, c'est pas l'Union européenne, c'est pas ses compétences. Madame Ursula von der Leyen, elle n'a rien à faire là-dedans. Ce qu'il faut, c'est prendre les dirigeants des grands pays d'Europe et s'organiser. Et par ailleurs, il a quand même un énorme travail à faire sur la défense de la France. Et elle est complètement... On explique que parce qu'il y a la dissuasion nucléaire et parce qu'il y a l'Allemagne et la Pologne devant, la France ne craint rien, mais c'est absolument c'est lunaire, c'est absolument faux. Aujourd'hui, il faut moderniser la dissuasion, il faut la réarticuler au conventionnel. Il reste 70 000 hommes dans l'armée de terre, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de quoi envoyer... Même pas un stade de France. Envoyer 2 brigades qu'on n'arriverait pas à relever en Ukraine. Enfin, c'est incroyable. Et là-dessus... on nous explique qu'on va faire une vague revue stratégique comme on en a. Donc, ce n'est pas sérieux. Et donc, il y a une vraie reprise en main à faire et qui ne soit pas simplement
la seule chose que les dirigeants français ont obtenue, c'est la poursuite du n'importe quoi qu'il en coûte, sous prétexte de sortir la défense des 3%. En réalité, ils vont s'en servir pour continuer à surendetter le pays, mais pas du tout pour financer la défense. Donc ce qui se passe, et franchement, ça glace le sang. Voilà pour l'analyse de Nicolas Bavrez. André Valigny. Oui, je partage ce que vient de dire Nicolas Bavrez en grande partie, mais sur l'effort militaire, l'effort budgétaire pour la défense, il a beaucoup augmenté depuis quelques années. Moi, j'ai siégé à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, et la loi de programmation militaire, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, a quand même permis d'augmenter beaucoup les crédits. C'est insuffisant, mais on les a beaucoup augmentés. Après que Nicolas Sarkozy et le quinquennat Hollande aient fait diminuer les dépenses militaires de la France, il faut réarmer. Hélas, il faut réarmer. Il faut réarmer au niveau européen. Et là, on peut faire crédit à Emmanuel Macron de le dire depuis 2017 qu'il faut une autonomie stratégique. C'est mieux de le faire. Hein. Oui, mais il n'est pas suivi. Non, mais il n'est pas suivi. Oui. Il n'a pas été suivi ni par les Allemands, ni par les Italiens, un peu par les Polonais, pas suffisamment. Ils s'abritaient tous, nos voisins européens, sous le parapluie américain. Aujourd'hui, et c'est en ça que l'arrivée de Trump, qui est une catastrophe à mains égards, peut être utile, c'est que ça va peut-être réveiller les Européens. Et enfin, sur Trump, j'entendais quelque chose tout à l'heure d'une spécialiste de questions internationales qui disait qu'il avait été retourné par Poutine et par les Russes. Vous savez comment on retourne un espion, un agent secret, parce qu'il est maintenant totalement le porte-parole du narratif russe. Vous avez raison, monsieur Bavrez. Qui n'est pas d'accord, Alexandre Devecchio américain. Moi, je trouve qu'il devrait... Qu'il abandonne l'Ukraine, il l'avait annoncé. L'Europe aurait dû l'entendre parce qu'il l'avait annoncé. Après, la même manière dont il le fait est assez inélégante, voire pire, mais on a l'habitude avec Donald Trump, si vous voulez. Je pense que de son point de vue, il défend les intérêts américains. Le problème, c'est que les Européens ne savent pas défendre leurs propres intérêts et n'ont pas les moyens du rapport de force. Et bon, maintenant, il va falloir, à long terme, effectivement, réarmer. Alors, peut-être plutôt que de parler d'autonomie stratégique ou d'Europe de la défense, commencer par faire les choses nous-mêmes. Parce que s'il y a une armée en Europe, c'est même si elle est à l'os, ça reste l'armée française qui peut commencer à faire un embryon d'Europe de la défense. Et sans refaire l'histoire, on peut se demander s'il n'aurait pas fallu terminer cette guerre au moment où il y avait un rapport de force favorable aux Ukrainiens et à Zelensky. Pourquoi avoir voulu pousser le bouchon plus loin, avoir voulu malheureusement, faire tomber Poutine alors que tout le analyses monde a posteriori sont plus difficiles. Oui, mais un certain nombre de personnes l'ont dit. Il n'y a pas eu d'objectif stratégique bien défini Jules Torres. Au moment où il y aura Emmanuel Macron annonce qu'il va parler. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Il annonce dans son super live TikTok, qui est suivi par 40 000 personnes actuellement sur TikTok. Moins que notre émission, on est rassurés. Moins que notre émission. Qu'il parlera à Volodymyr Zelensky ce soir à 20h. On ne sait pas évidemment tous les tenants et les aboutissants, mais sur Emmanuel Macron, c'est intéressant de voir qu'il veut reprendre la main. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu un vœu pieux. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a bien compris l'actualité politique européenne. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron dont le mandat va s'achever dans quasiment un an et demi. Dans un an et demi, c'est quasiment terminé. Il va s'en aller avec 3 000 milliards de dettes et un bilan très contestable. Olaf Scholz, peut-être que dimanche prochain, il n'est plus là. Peut-être que... Plus que peut-être. Plus que peut-être. Je ne sais pas, moi je ne fais pas les élections allemandes avant vous, Gauthier Lebret. Mais Monsieur Keir Starmer, le Premier ministre britannique, n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Donc on voit bien que tous les dirigeants européens, je ne parle même pas de Mme von der Leyen qui est illégitime au possible, mais donc ne peuvent pas peser dans ces négociations-là. C'est la raison pour laquelle Donald Trump ne veut discuter qu'avec Vladimir Poutine. Après, moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans leurs appels, ni entre les rendez-vous qu'il y a eu entre Marco Rubio et Sergei Lavrov. Ils vous ont pas dit. Mais on voit bien... Non, ils ne me l'ont pas dit. Mais on voit bien que les Européens sont complètement hors jeu dans cette course, et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron tente tout ce qu'il peut en réunissant un nouveau conclave, des nouveaux formats rencontres Saint-Denis. Il l'avait déjà fait en août 2023, il avait recommencé quelques mois après, justement déjà sur la question de l'Ukraine, et tous les participants, de Jordan Bardella à Édouard Philippe, en passant par M. Larcher, avaient dit que ça n'avait servi à rien. La réunion de ce matin 11h n'a servi à rien et n'apportera aucune réponse concrète. Continue à répondre aux questions d'internautes, peut-être pas les vôtres, mes chers amis. Catherine Non, là, justement, quand tout à l'heure, vous disiez qu'il avait complètement été retourné, mais d'ailleurs, son secrétaire d'État à la Défense, M. Rubio, dont vous venez de parler, qui était quand même un faucon républicain, qui était pour des sanctions
Mais alors, depuis 2015, sur la Crimée, il n'acceptait pas que la Crimée était reprise à l'Ukraine. Encore, il y a 2 ans, il était encore pour des sanctions très rudes. Et là, il est allé face à Lavrov et il a complètement changé de position. Donc, alors, c'est ça qui est... Est-ce une technique de négociation, Gauthier Lebret? Il y a un risque quand même pour Emmanuel Macron. C'est la semaine prochaine, il va à Washington rencontrer Donald Trump. Donald Trump peut très bien, en conférence de presse, les conduire devant tout le monde en lui disant que vous êtes bien gentil avec vos revendications, mais moi, c'est America First, comme le disait Alexandre Devecchio, et je m'apprête à faire du commerce, du gros business et du très, très, très gros business avec les Russes. Donc, évidemment, c'est un risque pour le président français. Ce matin, ça n'a servi à rien. Catherine le disait très bien. Écoutez, Marine Tondelier disserter sur la Russie et l'Ukraine, ça n'a aucun intérêt. Louis Alliot, Éric... Lundi, la réunion de lundi n'a débouché sur rien. On le disait lundi, c'est la réunion de tous ceux qui sont hors jeu. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer pour le président français la semaine prochaine. Moi, je ne pense pas qu'il a été retourné par Vladimir Poutine, Donald Trump. Il sert ses propres intérêts. Il veut faire du business. Et oui, aujourd'hui, il met la pression maximale sur Volodymyr Zelensky pour aboutir à un accord de cessez-le-feu. Dernière question, le président vient de dire à propos de la défense européenne, on entre dans une ère nouvelle. On va devoir revisiter nos choix budgétaires du président de la République. Oui. Mais on n'a pas de marge de manœuvre. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu un certain effort. L'important, c'est que on n'a rien changé à la doctrine. On a une armée, on a la dissuasion, une armée qui est une armée de corps expéditionnaires en Afrique. Ça tombe bien, grâce à Emmanuel Macron, on s'est fait sortir d'Afrique. Et on est incapable de faire du combat de haute intensité en Europe. Or, c'est là qu'est le problème. Et donc, on veut faire des fonds marins, de l'Indo-Pacifique. Enfin bref, on fait tout ce qui n'est pas le seul combat qui risque de nous arriver vraiment. On prépare toutes les guerres, sauf celles qu'on risque d'avoir à faire. On n'a pas de drone. Et donc, c'est grand temps d'essayer de remettre les choses. Mais pour ça, il faut effectivement remettre en question profondément le modèle d'armée et son volume, et accepter que la technologie, évidemment, il en faut, mais il faut surtout des hommes. Et pour les États-Unis, la politique qui est conduite aujourd'hui est complètement déraisonnable. Ça laisse le champ libre à la Russie, à la Chine, et ultimement, les États-Unis seront les grands perdants. Churchill avait une très jolie phrase sur la politique de l'apaisement. Il disait que la politique de l'apaisement, c'est nourrir un crocodile en pensant qu'on sera mangé en dernier. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Donald Trump. Nicolas Bavrez, auteur du Sursaut aux éditions de l'Observatoire. Merci André Valény, Catherine Ney, Gauthier Lebret, Alexandre Devecchio et Jules Thorez. Dans un instant, Stéphanie Demuru sur Europe 1 et Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info.